Au Nigeria, la Commission électorale nationale a commencé à proclamer les premiers résultats de l'élection générale. La course s'annonce particulièrement serrée entre les principaux candidats à la présidentielle. Le président gabonais Ali Bongo rentrait dans la nuit de dimanche à lundi du Maroc, où il était depuis 3 mois en convalescence, a reçu lundi plusieurs responsables politiques en audience au palais de la présidence. En République démocratique du Congo, des milliers de miliciens rendent les armes au Kasaï, le fief de la famille du nouveau président de la République Félix Tshisekedi, parmi eux de très nombreux enfants. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La Commission électorale nationale a commencé lundi à proclamer les résultats de l'élection générale au Nigeria. La course s'annonce particulièrement très serrée entre les deux principaux candidats pour la course à la présidentielle. Reportage. 673 candidats étaient en lice pour la fonction suprême au Nigeria. Tout se joue entre le chef de l'État sortant, Muhammadu Buhari, pour le Congrès des progressistes et l'opposant et ancien vice-président Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique. Les résultats complets provenant de quelques 120 000 bureaux de vote à travers le pays sont attendus pour ce mardi. Les premiers résultats ont commencé à tomber lundi. L'INEC détaille le nombre de votants et le nombre de voix recueillies par chaque parti, État par État, dans les 36 États de la Fédération nigériane. Entre autres, la commission électorale a démarré avec l'État d'Ekiti, où le président Buhari est en tête avec 57,52% des voix, devant son rival Abubakar, qui a recueilli 40,41%. Les chiffres de cet État ne sont cependant pas très significatifs, avec moins de 400 000 votants par rapport aux quelques 112 millions de Nigérians qui étaient appelés à voter. Buhari a également remporté l'État voisin d'Osun avec une maigre avance de 10 000 voix sur le PDP. Le principal parti d'opposition a accusé lundi le parti au pouvoir de manipuler les résultats des élections générales de samedi, alors que les résultats officiels n'ont toujours pas été annoncés. Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les 2 tiers des 36 États, auxquels s'ajoute le territoire de la capitale Abuja. Sinon, un second tour devrait avoir lieu dans une semaine. Au lendemain de l'élection présidentielle, des habitants de Dakar réagissent à l'annonce des premières tendances. Ils se sont aussi prononcés sur les propos du Premier ministre sénégalais qui a affirmé que Macky Sall, le président sortant, a été réélu au premier tour. Les opposants contestent tout de même ces résultats. Moi, je pense que les tendances sont favorables à la majorité présidentielle, c'est clair. Parce que les résultats sortent directement des bureaux de vote. Les journalistes, après la publication et les affichages, reprennent ça et transmettent au niveau des radios et télévisions. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il ne peut pas y avoir manipulation entre-temps. Personne n'est habilité à donner des résultats. Il y a le Sénat, il y a les observateurs qui sont là. Donc, ce n'est pas au Premier ministre qui doit faire une sortie pour nous dire qu'il a gagné à 57%. Nous, on n'est pas d'accord sur ces résultats-là. Il est bien vrai qu'il y a eu des clics et des claques. Vous savez, quand il y a des adversaires qui cherchent le pouvoir, chacun essaie de tirer de son côté. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, je dis que je pense, et je l'ai vécu, que les élections sont passées dans des conditions vraiment satisfaisantes. Des milliers de miliciens rendent les armes au Kasaï en République démocratique du Congo. Parmi eux, de très nombreux enfants. C'est l'un des premiers résultats de l'alternance politique survenue il y a pratiquement un mois dans ce pays. Reportage. Ils arrivent de la Brousse, direction Kananga, chef-lieu du Kasaï. Une soixantaine de miliciens Kamwinan Sapou viennent rendre les armes aux autorités qu'ils ont combattues. Les affrontements ont fait plus de 3000 morts depuis 2016. L'arrivée au pouvoir d'un président originaire de la région représente un espoir de paix. Nous savons que la guerre est finie. On n'a plus de problème. Nous luttions pour le pouvoir. Le pouvoir de Félix est enfin arrivé. Le pouvoir de Félix Tshisekedi. Depuis l'élection, dans cette région riche en diamants, les cérémonies de reddition se multiplient au centre de la RDC.
Pistolets de fabrication artisanale, vieux fusils, flèches, amulettes, couteaux, les miliciens déposent leurs attributs aux pieds du gouverneur de la province. En échange, certains adultes demandent des postes et de l'argent. Parmi les miliciens, de nombreux enfants qui veulent surtout en finir avec les traumatismes de la guerre. Mado, 12 ans, ne veut plus être un jouet entre les mains des adultes. Ils utilisent des petites filles vierges. Des petites filles vierges, ils leur donnent des fétiches pour utiliser avec. Ils disent qu'elles sont invincibles par rapport à leur psychologie. Une fois démobilisés, ces ex-petits miliciens sont orientés vers ce centre qui a accueilli plus de 600 enfants. Des enfants qu'il faudra réinsérer dans la société. Mais quand nous échangeons avec les enfants, il y a un besoin réel, c'est la scolarité. Même en famille, les parents ne sont pas vraiment capables de payer correctement les frais scolaires de leurs enfants. Après l'alternance, au Kasaï comme ailleurs, Félix Tshisekedi doit faire face à d'énormes défis sociaux. Les attentes sont considérables, la paix durable est à ce prix. Le président gabonais est rentré du Maroc où il était depuis 3 mois en convalescence. Lundi, Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au palais présidentiel plusieurs responsables politiques. C'est son second retour depuis son AVC, le 24 octobre, alors qu'il se trouvait en Arabie Saoudite. Mi-janvier, le président gabonais avait fait un passage de moins de 24 heures à Libreville pour assister à la prestation de serment du nouveau gouvernement. En effet, très peu d'informations filtrent sur le président et son état de santé. Des photos du chef de l'État recevant en audience les présidents de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale, le chef de gouvernement et son directeur de cabinet ont été diffusées lundi par la présidence. Ali Bongo Ondimba est rentré dans la nuit de dimanche à lundi du Maroc, mais pourrait y retourner plus tard d'après son entourage. La présidence a précisé dans un communiqué que Bongo avait également annoncé que le tout premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre Julien Nkogé Bekale, nommé en janvier, se tiendrait ce mardi. Ce même jour, Bekale doit prononcer son discours de politique générale devant le Parlement. Rappelons au passage qu'en janvier, une tentative de putsch a eu lieu à Libreville, dénonçant l'absence du président et disant vouloir établir une transition démocratique. En Algérie, la question du 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, contre lequel un nombre important d'Algériens ont manifesté ces derniers jours, sera tranchée par les urnes. C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce lundi le Premier ministre algérien dans une première réaction officielle à ces protestations massives. Reportage. La présidentielle aura lieu dans moins de 2 mois. Chacun choisira librement. Chacun a le droit de défendre son candidat et d'être contre tout autre candidat. Les urnes trancheront de manière pacifique et civilisée, a déclaré Ahmed Ouyahia, écartant implicitement tout renoncement du président à briguer un nouveau mandat. Plusieurs centaines de personnes ont encore manifesté dimanche dans le centre d'Alger, malgré un important dispositif policier, pour s'opposer à un 5e mandat que brigue le président Bouteflika. Âgé de 81 ans, ce dernier est affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC. L'alternative, c'est que le peuple choisit souverainement ses dirigeants. Les Algériens ont le droit, ce n'est pas un sous-peuple, ce n'est pas un peuple de colonisé, c'est un peuple qui doit être libre de ses choix. C'est à lui de choisir ses dirigeants. Nous sommes unis et indivisibles. Nous ne voulons plus de ce pouvoir. Nous voulons du 5e mandat. Ils ne vont pas nous arrêter. C'est ça. Mardi, nous sommes avec les étudiants de et tous les vendredis, nous sortirons. C'est bon. Même si le pouvoir ne le comprend pas, le peuple a aujourd'hui fait son choix de manière définitive et nous continuerons à lutter de manière pacifique pour dire que le gouvernement doit partir et qu'on veut construire un état de droit dans le calme. Répondant à l'appel au changement lancé par les manifestants, le Premier ministre a souligné qu'en annonçant sa candidature, Bouteflika a promis, dans le cas où il serait élu, une conférence sans précédent dans l'histoire de l'Algérie. Il a par ailleurs appelé les Algériens à la vigilance car les appels à manifester sont d'origine inconnue et face au risque de dérapage dangereux. Les manifestations massives de vendredi ont surpris par leur ampleur et marqué les esprits en Algérie.
Quant au chef de l'État, il a quitté l'Algérie dimanche pour un court séjour à Genève, en Suisse, où il doit subir des examens médicaux. La situation en Algérie préoccupe la Tunisie à côté. Pour le président tunisien, en effet, le peuple algérien est libre de s'exprimer sur sa gouvernance. Des propos qui interviennent alors que l'Algérie est en proie à des manifestations massives contre le 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. S'adressant aux médias lors d'un point de presse à Genève après un discours devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le président tunisien a répondu à une question sur les manifestations en Algérie. Le pays est en effet en proie à des manifestations massives contre un 5e mandat du président algérien Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie, c'est un peuple qui a beaucoup lutté pour gagner son indépendance après 130 ans de colonisation. Il est maintenant un peuple libre, évidemment, et il est libre de s'exprimer comme il l'entend sur sa gouvernance. Nous parlons toujours de gouvernance et chaque pays a ses propres règles. Et je n'ai pas le droit de donner des leçons à qui que ce soit, a toutefois souligné le président tunisien. Évoquant la situation en Tunisie, il a reconnu que... Moi, je suis pour l'universalité des droits de l'homme. Et je vous dis que nous avons en Tunisie une initiative pour un État démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans égalité de la femme et de l'homme. Mais je pense que l'islam, bien compris, n'est pas contre l'égalité entre la femme et l'homme. D'ailleurs, dans le projet que je présente, il ne s'agit pas de réformer la loi coranique, il s'agit de réformer une loi, comme toutes les autres lois, celle du statut personnel. C'est plus ni moins. Premier président élu démocratiquement au suffrage universel en 2014, Béji Caïd Essebsi, 92 ans, est le doyen des chefs d'État avec la reine d'Angleterre. Dans son discours à l'ONU, Caïd Essebsi a vigoureusement défendu son projet de loi sur l'égalité homme-femme en matière de succession, estimant qu'il s'agit là d'une révolution. Une centaine de boutiques et d'habitations du marché Congo ravagées par un incendie dans la nuit de dimanche. Nous sommes là au Cameroun. Parmi les victimes, les vendeurs spécialisés dans le textile, la mestrerie et également la bijouterie. Les autorités n'ont jusqu'ici pas fait un bilan officiel des victimes. Reportage Narcisse Oum, notre correspondant dans le pays. Un grave incendie a ravagé une partie du marché Congo, situé dans la capitale économique du Cameroun. Plusieurs boutiques ont été emportées par les flammes, avec au passage des dégâts matériels énormes. Les premières victimes se comptent parmi les vendeurs spécialisés dans le textile, la mercerie et la bijouterie. Je suis arrivé, que les gars ils avaient là complètement cassé et même les marchands qui étaient à l'intérieur sont gâtés, on a volé. Donc j'ai perdu pratiquement une marchandise de 50 millions à l'intérieur de ma boutique. J'ai fait dans les bijoux, plaquets et or. Même les commerçants recasés sur la chaussée entre la rue Parisot et l'avenue Berthaud ont également vu les échos partir en fumée. En tout cas, nous avons perdu beaucoup de choses, comme vous voyez. Le feu là a commencé là-bas, loin là-bas. C'est une boutique que ça a commencé, une petite boutique, donc le feu a élargi, ça est arrivé partout. Les matériaux provisoires utilisés pour la construction de ces hangars ont plutôt servi de combustible pour amplifier la vitesse de propagation du feu. Les arrivées des sapeurs-pompiers, puis de la gendarmerie au petit matin, vont essayer d'atténuer l'ampleur des flammes sans pour autant mettre un terme à leur course. L'origine du feu reste pour l'heure inconnue. On sait tout juste d'après les témoignages que les femmes ont été aperçues aux environs de 1h30 du dimanche. Il y a deux boutiques qui ont pris feu environ 1h42 minutes. Alors, nous avons fait appel aux sapeurs-pompiers. Tellement que vous allez constater qu'il y a les stands de la douche juste du côté de mon voisin. C'était pas facile pour les pompiers qu'ils entrent faire leur travail. Et voilà ce que ça a donné. Le gouverneur de la région du littoral descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation a indiqué qu'une enquête administrative et judiciaire a été mise sur pied pour déterminer les causes. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.